Acte premier. Le 22 juin 1798, à bord de l'Orient, en route pour l'Égypte. Soldats, vous allez entreprendre une conquête dont les effets sur la civilisation et le commerce du monde sont incalculables. Vous porterez à l'Angleterre le coup le plus sûr et le plus sensible. En attendant que vous puissiez lui donner le coup de mort, nous ferons quelques marches fatigantes, nous livrerons plusieurs combats, nous réussirons dans toutes nos entreprises. Les destins sont pour nous. Les bey mamelouks qui favorisent exclusivement le commerce anglais, qui ont couvert d'avanie nos négociants et qui tyrannisent les malheureux habitants du Nil, quelques jours après notre arrivée, n'existeront plus. Les peuples avec lesquels nous allons vivre sont mahométans. Leur premier article de foi est celui-ci. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et Mahomet est son prophète. Ne les contredisez pas. Agissez avec eux comme nous avons agi avec les Juifs, avec les Italiens. Ayez des égards pour leurs mouftis et leurs imams, comme vous en avez eu pour les rabbins et les évêques. Ayez pour les cérémonies que prescrit le Coran, pour les mosquées, la même tolérance que vous avez eue pour les couvents, pour les synagogues, pour la religion de Moïse et de Jésus-Christ. Les légions romaines protégeaient toutes les religions. Vous trouverez ici des usages différents de ceux de l'Europe. Il faut vous y accoutumer. Les peuples chez lesquels nous allons entrer traitent les femmes différemment que nous. Mais dans tous les pays, celui qui viole est un monstre. Le pillage n'enrichit qu'un petit nombre d'hommes. Il nous déshonore, il détruit nos ressources, il nous rend ennemis des peuples qu'il est de notre intérêt d'avoir pour amis. La première ville que nous allons rencontrer a été bâtie par Alexandre le Grand. Nous trouverons à chaque pas de grands souvenirs dignes d'exciter l'émulation des Français. À l'aube du 1er juillet 1798, Bonaparte s'empare d'Alexandrie. Il est vainqueur des pyramides. Il mène une politique d'entente avec les Égyptiens et de respect de leur religion. Mais, dans la nuit du 3 au 4 janvier 1799, 3 femmes du Caire sont assassinées. À la suite d'une enquête, 2 officiers de la brigade du général Bon sont reconnus coupables. Les circonstances laissent planer des soupçons quant au caractère sexuel du meurtre. Le choc dans la population et au sein de l'armée alarme Bonaparte. Ce fait divers contredit au fond sa politique de respect de l'islam. Il exige une punition exemplaire. À un moment très difficile où l'armée a subi tour à tour le désastre naval d'Aboukir et la révolte du Caire, il pense à ordonner l'exécution des militaires. À la veille de la campagne de Syrie, craignant un mouvement de contestation, voire de désobéissance au sein de l'armée, les généralissimes Kléber et Menou demandent à rencontrer Bonaparte. De leur côté, les oulémas de la mosquée d'Al-Azhar avaient déjà écrit à Bonaparte pour lui dire que son statut de sultan sur l'Orient dépendait de sa décision de rendre justice aux musulmanes assassinées. Dans la salle d'armes de la citadelle de Saladin, surplombant la capitale égyptienne où siège le quartier général de la garnison, Bonaparte, à la veille de l'annonce de sa décision, donne rendez-vous à Kléber et à Menou. Premier acte. Ravi de vous retrouver, citoyen général, depuis la conquête d'Alexandrie il y a 6 mois. Bienvenue, citoyen général. Ne me le rappelez pas, ce mauvais souvenir d'Alexandrie. Vous savez que j'ai reçu une balle dans la tête qui a failli me tuer. Nous avons nous 2 pris Alexandrie. C'est une gloire immense. Cela m'a valu le commandement de Rosette, et vous, celui d'Alexandrie. Cela veut dire que vous êtes assis sur le même trône qu'Alexandre le Grand. Vous plaisantez, cher Menou. Celui qui se prend pour Alexandre le Grand, c'est bien celui qui nous fait poireauter depuis 1 heure. Je ne pense pas que notre général en chef se prenne pour Alexandre le Grand, mais plutôt pour le prophète Mahomet. Comme disait Molière, cela doit être beau, on n'y comprend rien.
Bonaparte se prend pour Mahomet, il n'a pas besoin qu'on le comprenne, il est charismatique et la foule le suit. La foule est la mère des tyrans. Nous constatons que son enthousiasme pour l'islam et son prophète est purement intellectuel. Il a écrit dans sa jeunesse, à peine 20 ans, le Masque prophète, alors que moi, l'enthousiasme a été consommé de près. Aimons notre prochain, les autres sont très loin. Ce n'est pas parce qu'il a commis un conte naïf dans sa jeunesse, intitulé Le Masque prophète, qu'il est un féru de Mahomet. Vous refusez, cher ami, de croire à l'envoûtement de l'Orient. Vous êtes alsacien, vous le resterez à un ermite dans son couvent. Voyons son œuvre que vous venez d'évoquer. S'il a écrit le Masque prophète, alors qu'il était un obscur officier corse, que pensez-vous de lui au moment où il domine la plus grande capitale du monde musulman, où se trouve la mosquée d'Al-Azhar? Al-Azhar, ce Vatican de l'islam me fait peur. C'est de lui qu'en sortit la révolte du Caire contre celui que vous prétendez être le sultan d'Égypte. Puis il reste une question. Quelle question? Pourquoi ce prétendu sultan d'Égypte a-t-il été contesté par ses propres rayas, sujets, au bout de 3 mois de son séjour en terre d'islam, alors que les sultans ottomans assujettissent le pays depuis 3 siècles, sans aucune révolte contre eux? Comme vous le savez, être contesté, c'est être constaté. Puis les Égyptiens se sont révoltés contre leur suzerain ottoman. Avez-vous oublié la révolte d'Ali Bey al-Kébir en 1773? Il y a à peine 24 ans avant notre arrivée ici. Mon cher Menou, ces histoires de révolte sont des pourboires offerts au peuple afin de les réduire en esclavage. D'ailleurs, c'est à vous, cher Abdallah Jacques Menou, qu'il faut revendiquer le titre de sultan, et non à Napoléon Bonaparte. Vous faites allusion à mon mariage avec Zobéda de Rosette? J'ai aimé vraiment Zobéda. J'ai 49 ans, on dit que l'amour est aveugle. Mais ce mariage, dans l'enfer de la solitude en Égypte, m'a rendu la vue. Vous auriez dû coucher avec elle sans l'épouser. Vous êtes le commandant de la place de Rosette. C'est que vous n'avez rien compris de l'Orient et de la société musulmane. Depuis notre arrivée ici, vous cherchez à vous convertir à l'islam. Me convertir suppose que je sois d'abord chrétien. Or, comme vous le savez, la Révolution nous a imputé notre catholicisme. J'ai retrouvé Dieu, ici, en Égypte. Vous voulez dire Allah? Vous êtes comme Bonaparte. Vous êtes pressé. Celui qui est impatient d'avoir un enfant épousera une femme enceinte. Vous avez épousé l'islam. C'est à vous d'accepter les enfants qu'il a eus avec d'autres conquérants. Vous êtes dans l'illusion. Son nombre vaut, pour vous deux, mieux que la proie. Cher Kléber, nous avons fait la guerre en Europe. Quelle est la différence entre l'Italie et l'Égypte? Là-bas, les Européens nous coreligionnaires nous détestent. Ici, les Égyptiens craignent pour leur religion et leurs femmes. Bonaparte les a rassurés sur ces points. Crois-le, cher Kléber, les Égyptiens haïssent les Ottomans et les Mamelouks, qui sont pourtant leurs coreligionnaires. Un nouvel empire français doit se constituer en dehors des empires chrétiens d'Europe. Il ne faut pas chercher refuge durant une averse dans la boutique d'un marchand de parapluies. Nos rêves vont mener la France à la perte. En tout cas, vous avez la noblesse de l'obstination. Si j'ai bien compris, si demain vous êtes au commandement en Égypte, vous l'abandonnerez? Je ne l'abandonnerai point. Je la rendrai aux Ottomans dans le cadre d'un accord avantageux pour la France. L'Égypte ne sera pas rendue aux Ottomans seulement. Vous avez oublié les Anglais. Ils voient désormais l'importance stratégique de ce pays pour leur colonie en Inde. Ils ne vont pas cesser d'influencer le pays jusqu'à l'occuper tôt ou tard. La France est ici pour y rester. Bonaparte n'a pas franchi le Rubicon pour y pêcher à la ligne. Avez-vous remarqué, cher Abdallah, que cela fait un moment que nous attendons le calife? Pardon, je voulais dire le sultan. Effectivement, ce n'est pas de ses habitudes. Cet homme qui adore les montres et les horloges est rarement en retard. Il s'est piqué une crise de colère lors de la première séance du divan. Ce conseil des oulémas et des notables du pays, auquel Bonaparte voulait confier la gestion intérieure du pays. Ils ne savaient même pas comment gouverner leur propre peuple, et n'avaient aucune notion de l'organisation. Justement, lors de la première séance du divan, l'heure a sonné pour ouvrir les discussions de l'ordre du jour. Mais aucun d'eux n'était encore arrivé. Ils arrivent avec 2 heures de retard. Bonaparte les gronde et leur dit que l'exactitude est la politesse des montres. Ils lui répondent « Les montres, à quoi cela sert? Nous faisons nos 5 prières en suivant le mouvement du soleil. » Bonaparte ne décolère pas. Il leur sort sa montre à gousset, puis il a éclaté de rire quand ils lui ont répondu « Vous avez la montre? Nous avons le temps. » Ainsi pour nous, aujourd'hui,
Nous subissons son retard et il a tout son temps. Il est comme les sultans, maître du temps. Il vaut mieux être maître du temps que son esclave. Moi, j'ai pris mon temps pour aimer et me marier. Je ne m'aventure pas sur le terrain glissant des liaisons dangereuses. Vous aimez les plaisirs innocents. Mais votre sultan... À quoi faites-vous allusion, général? Rien. Les murs de cette forteresse de Saladin ont la forme d'une oreille. Dites-moi, cher ami, vous faites allusion à l'égyptienne Set Sakina? C'est une grande dame de l'aristocratie mamelouk. Elle était l'épouse du chef mamelouk Mohamed Aboul Dahab, au moment où ce dernier prêtait allégeance à Ali Bey al-Kébir, dans sa rébellion contre son suzerain ottoman, comme vous l'avez raconté tout à l'heure. Effectivement, mais le plus intéressant, c'est qu'elle est devenue par la suite l'épouse de Mourad Bey, notre ennemi juré aujourd'hui, contre lequel le général Dessay a du mal à l'emporter. En tout cas, de ces deux noces, elle a amassé une fortune colossale. Je crois que Bonaparte se contente d'un rapport plutôt amical avec elle, pour profiter de sa fortune et de son influence auprès de la population. À quoi alors avez-vous fait allusion tout à l'heure? Notre commandant en chef perd ses moyens face à de nouvelles aventures. Il n'est pas prudent. Le papillon, en se posant sur une branche de l'arbre, craint de la briser. Notre chef abat l'arbre qui cache sa nouvelle liaison. Vous tournez autour du pot, cher ami. Pauline. Je suis à Rosette et je ne suis pas du tout au courant des aventures du Caire. Cette peintre et romancière a suivi son mari, l'officier des chasseurs à cheval, Jean-Noël Fouret. Elle a rencontré Bonaparte il y a 2 semaines. Bonaparte renvoie son mari en mission périlleuse en France. Une liaison a alors commencé. Comme vous le savez, cher Abdallah Jacquemenou, une passion physique ne se guérit que par des rechutes. Mais j'ai entendu à Rosette qu'elle entretient également une liaison avec vous. Elle a toujours besoin d'argent. Elle venait vers moi de temps en temps pour profiter de l'air frais d'Alexandrie. Quand la bourse se rétrécit, la conscience s'élargit. Il est vrai que dans la chaleur austère de l'Égypte, les ébats désaltèrent bien plus que l'eau fraîche. En tout cas, reconnaissons à Bonaparte qu'il n'a pas touché aux musulmanes. Peut-être par tactique plutôt que par chasteté. Il n'y a vraiment d'obscénité que chez les gens chastes. Souvenez-vous de la fameuse parabole de saint Augustin. « Seigneur, donne-moi la chasteté, mais pas tout de suite. » J'admire votre lucidité et votre façon de tirer parti des escapades de Pauline à Alexandrie. Mieux vaut être à la saveur qu'à l'odeur, comme disent nos chers Italiens. C'est très curieux. Quand vous parlez des affaires militaires, vous êtes d'une austérité froide. Mais quand vous parlez d'amour, vous êtes d'une poésie toute romanesque. Pour tout vous dire, les militaires ne savent pas ce qu'est l'amour platonique. Pour eux, ça veut dire quoi, une femme plate? Autrefois, je vous disais tout. Maintenant, je vous ne cache rien, mon cher Menou. Décidément, cette Pauline, en passant dans votre lit après celui de Bonaparte, augure la suite des événements ici. Si un jour ce dernier quitte l'Égypte, vous serez son successeur. Qui vivra verra. Mais pour tout vous dire sur elle, elle ne se divisait pas. Elle se partageait. À chaque fois que l'on vient à la citadelle de Saladin, on mesure la grandeur de votre conquête, mon général. Je sais à quel point je peux compter sur vous deux. J'aurais aimé que Berthier, Murat, Béliard, Bertrand et Marmont soient présents à cette réunion. Mais j'ai préféré que chacun soit à son poste dans ces moments difficiles. Et puis, le temps des délibérations se compte parmi les intervenants. Cela va de soi, mais cela ira mieux en le disant comme disait notre cher Talleyrand. Nous sommes fiers de cette confiance, mon général. Ne me rappelez pas, s'il vous plaît, ce Talleyrand, ce traître, ce lâche. Pourquoi? J'ai mené toute cette aventure en Égypte avec lui. J'ai été presque poussé à m'éloigner, plus précisément à m'écarter par lui au nom des intérêts de la France. On m'a chargé de couper la route aux Anglais sur la route des Indes. J'ai accepté contre une promesse de sa part. Partir en même temps que notre flotte à Istanbul afin de rassurer la sublime porte quant à la nature de notre présence en Égypte. Et notre armée préserverait pour le calife l'Égypte et la Mecque contre les convoitises des Anglais. Or, Talleyrand n'a jamais tenu sa promesse. C'est le droguement Damien Bratchevitch qui me l'a appris. C'est une catastrophe. Je n'ai jamais eu confiance en Talleyrand. Les résultats de ce déshonneur. Le calife ottoman met en prison notre consul, Pierre-Jean-Marie Ruffin, et déclare la guerre sainte à la France. Effectivement, c'est une catastrophe. Et ce pauvre vieillard de Ruffin,
qui à 57 ans ne survivra pas au terrible geôle turc. Pauvre Menou, qui se préoccupe du sort d'un homme à Istanbul et ne pense pas à celui d'une armée en Égypte. Je vous demande pardon, mon général. Le malheur d'un homme seul est aussi immense que l'océan. L'armée a de la chance de vous avoir ici. Là-bas, dans la froide obscurité de sa cellule, Ruffin n'a qu'à prier et espérer la consolation de l'attente du paradis de Dieu. Le paradis. Dieu a raté ce monde-ci. Pourquoi aurait-il réussi l'autre? C'est peut-être grâce à la conversion du général Menou que nous pourrons échapper à la fatwa du sultan ottoman. L'armée qui s'étant moquée du nouveau nom du commandant en chef de la place de Rosette, Abdallah Jacques Menou, ne sera sauvée que par lui. Vous m'avez tant félicité pour cette conversion et pour mon mariage avec Zobéda. C'était peut-être pour des raisons politiques, mais je ne doute pas de la sincérité de mon général. Rien ne sauvera les soldats de la mort, si ce n'est un retour honorable dans le pays. Rassurez-vous, Kléber, mes soldats ne craignent pas la mort. Ce sont leurs supérieurs qui craignent pour leur fortune. Mes soldats regardent la mort en face. Mais elle leur ferme les yeux. Nous allons discuter de cette punition que je dois prononcer avant l'aube demain. Je sais que nous devons être en état et en bonne disposition pour prendre la décision la plus appropriée. Je vais demander à Louis Alméras, le commandant de la citadelle, de nous apporter quelques desserts égyptiens. Savez-vous pourquoi en Égypte ce dessert s'appelle Ali? Son histoire est un peu liée à la France. À l'origine, c'était un dessert empoisonné. Ne vous inquiétez pas, nous n'allons quand même pas tuer comme les Turcs. Voici l'histoire de ce dessert qui vous a fait peur. Les vieux péchés ont de longues ombres. Le sultan Nedjim Eddin fut le dernier descendant de Saladin à la tête de l'Égypte et de la Syrie. Au moment où Saint-Louis entame sa conquête de l'Égypte en 1250, Nedjim Eddin meurt. Il laisse derrière lui un seul fils, Toran Shah, alors en Irak, ainsi que son épouse, Shadjar Ador. Cela signifie en arabe l'arbre des perles. Merci Menou. En accord avec les généralissimes de l'armée mamelouk de son défunt sultan, Shadjar Ador prend le pouvoir et ordonne d'envoyer une délégation en Irak pour emmener Toran Shah et préparer le pays à résister et à chasser les croisés de Saint-Louis. C'est là que le calife abbasside a envoyé une lettre aux généralissimes mamelouks en leur disant « Dites-nous s'il vous manque des hommes pour qu'on vous en envoie un. » Y a-t-il un plan? Y a-t-il un danger? Y a-t-il un lien avec le sujet pour lequel nous sommes venus au Caire? Où est le péché dans cette histoire? Ne soyez pas pressé, général. Vous êtes habitué à ce que le plaisir parvienne jusqu'à votre quartier général d'Alexandrie. Femme musulmane à la tête de l'Égypte. C'est rare. Le cas de Shadjar Ador est unique dans l'histoire de l'islam. Cela pourrait inspirer de l'espoir à votre épouse, Joséphine de Beauharnais. Joséphine préférerait le titre d'impératrice à celui de sultane. Puis, l'histoire nous le dira. Pour l'instant, restons avec la sultane Shadjar Ador. Elle prend goût au pouvoir et organise ainsi l'assassinat de Toran Shah, l'héritier du trône. Selon notre cher Joinville, elle proposa le trône d'Égypte à Saint-Louis, qui avait réussi l'exploit de capturer Mansoura dans le delta du Nil. Elle pensait qu'il accepterait aveuglément le trône du pays et qu'il n'était pas au courant de l'assassinat de Toran Shah. Il rejette sa proposition, lui disant « Je ne règne pas sur les régicides ». Elle essaya de le séduire. L'habitude de pécher lui donnait une jolie couleur. Mais c'était peine perdue. Il a peut-être vu que derrière sa proposition, il y avait le risque de se convertir à l'islam. C'était probablement là la vraie raison de son refus. Le trône du Caire vaut-il la peine d'une conversion? Mais Saint-Louis n'est pas Henri IV. Notre prédécesseur était venu en Orient pour prier. Nous sommes venus pour propager les principes de notre révolution et la lumière de nos sciences. On ne voit toujours pas, mon général, où est le poison dans le dessert d'Oumali. Devenue sultane d'Égypte, Shadjar Ador a oublié que son défunt mari avait une épouse de premières noces. Cette épouse avait un enfant qui s'appelait Ali. Donc c'est Ali qui devait être l'héritier du trône, et non le malheureux Toran Shah.
Effectivement, mais cet Ali était un sot, et Shadjarador ne voulait pas d'un médiocre rival comme lui. Elle prépara le dessert que vous connaissez aujourd'hui en le sucrant avec quelques poisons. C'est effrayant. Mais dans notre histoire française, nous avons pire que cela. Seulement, nous sommes dans une culture de la confession. Nous avouons. En Occident, avouer, c'est à moitié pardonner. En Orient, on cache pour être totalement pardonné. L'amiral Sidney Smith, commandant de la flotte britannique qui bloque nos côtes égyptiennes, laisse filtrer les navires français qui m'apportent les mauvaises nouvelles pour ruiner mon moral. Et surtout, les nouvelles de ma sultane à Paris. Joséphine me trompe. Mon absence lui était devenue insupportable. J'entends toujours les gens parler de postérité. Je cherche ce que la postérité a fait pour moi. Joséphine s'est remariée avec moi. Pour elle, le remariage, c'est comme un adultère posthume. Ici, en Égypte, j'ai la fidélité de 40 000 soldats, d'un peuple qui voit en moi son prophète de la modernité. J'ai réveillé un peuple par la lumière, mais je n'arrive pas à entretenir la flamme de ma femme. Merci, mon général, pour ce dessert et surtout pour sa belle histoire. Joséphine est de loin plus tendre que Shadjarador. Elle ne tue pas, elle n'empoisonne pas. Il vaut mieux un amant qu'un poison. Zobéda disait que les maris, c'est comme les plantes. Ils ont des propriétés cachées. Il n'y a qu'un marabout ou un amant pour les faire découvrir. Vu ma situation actuelle en Égypte avec Joséphine, vous vous êtes certainement demandé pourquoi je vous révèle cette histoire de Joséphine. C'est simple. Maintenant que l'ennemi est au courant, j'ai jugé honnête de vous le dire à vous deux seulement. Rares sont les malheurs qui ne portent pas une cloche à leur cou. Pour nous, vous êtes le héros de la nation, notre chef. En tout cas, j'ai la plus grande confiance dans votre indiscrétion. Cet appel de l'islam est un rappel pour moi, pour nous, maîtres de ce grand pays, de rendre justice à ces 3 malheureuses tuées par nos propres soldats. Si nous ne le faisons pas, les Égyptiens le feront eux-mêmes. Si cela arrive, notre politique d'entente avec cette religion sera irréversiblement incrédule. Au lieu de propager la lumière ici, nous nous retrouverons dans le cycle infernal de retour aux croisades. Ces assassins doivent être fusillés. Acte 2. Les soldats assassins doivent être fusillés ici même, dans la cour de la citadelle. Mais, mon général, ces soldats méritent sans doute un châtiment sévère, mais pas l'exécution. Cela risquerait de susciter un mouvement de contestation au sein de notre armée. Notre situation fragile dans le pays ne nous permet pas un tel luxe. Un châtiment est une chose, une punition en est une autre. Ces soldats ont tué, ils doivent subir le même sort. C'est l'éternelle loi du talion. La loi du talion ne tient pas compte des conditions et des circonstances du moment. En ce sens, la loi du talion est injuste. Tous les rapports du général Berthier, chef d'état-major, et du général Bon, commandant du régiment dont sont issus les accusés, montrent bien que quelque chose d'immoral, très probablement sexuel, s'est passé, au terme duquel ces femmes ont été assassinées. N'oubliez jamais, Kléber, que la justice est la parure de notre République. Le pardon, lui aussi, est la parure de notre civilisation. La discipline est la discipline. Si l'on relâche les principes de la discipline militaire, d'autres soldats se croiront injusticiables dans ce pays et se considéreront supérieurs aux autres. Ils le sont de facto, mon général. Ils sont vainqueurs de ce pays et non pas l'inverse. Si nous nous montrons faibles sur la question de la justice devant la population, elle se vengera de nous et nous perdrons alors les fruits de notre conquête. Votre verdict est donc politique et n'a rien à voir avec la notion de justice ou de discipline. Je me pose la question moi-même. C'est peut-être politique, mais j'avoue qu'un sentiment de révolte me saisit à chaque fois que je pense à ces femmes qui n'ont rien demandé à personne. Et que nos soldats, les soldats de la République, ont osé leur ôter la vie. Si je ne punis pas les meurtriers, j'aurais commis à vie une terrible culpabilité. Nul châtiment n'est pire que le remords.
Mon général, tant que nous sommes ici, nous devons nous considérer en exil, car nos côtes sont bloquées par la flotte de Sidney Smith. Grâce à votre génie militaire et scientifique, nous sommes en train de transformer cet exil en un paradis. Un empire français, oriental et musulman doit naître ici. Un jour, nous allons rentrer en France ou mourir ici, mais l'empire survivra pendant des générations. De cet angle, nous devons nous aliéner la population et faire de ces musulmans des Français, comme les Turcs l'ont fait avec les Arabes. Napoléon Bonaparte est le maître de l'Égypte. Aux yeux de la population, il est le sultan. Il doit se faire respecter à la fois par les armes et par la justice. À quoi cela sert d'être le sultan des Égyptiens et le traître des Français? Le châtiment du sultan épargne la vengeance de la foule. Nous ne sommes pas des tortionnaires. Puis le sultan français doit proportionner le châtiment non pas au statut du criminel, mais à la gravité du crime. Laissons de côté toutes ces considérations. Ne devons-nous pas donner une deuxième chance aux soldats? Chez les Arabes, c'est une tradition depuis la nuit des temps. Ils l'appellent la Deïa. Je me demande par ailleurs si le mot dette ne vient pas de la Deïa arabe. À Rosette, c'est le divan des oulémas qui gère les questions de Deïa. Effectivement, on évite par le truchement de la Deïa l'effusion de sang et la vendetta. La vendetta. Étant corse de naissance, j'en sais quelque chose. C'est un drame à l'infini entre les familles au moindre conflit. Si on ôte la vie à nos soldats, l'histoire française ne vous pardonnera jamais. La Deïa est une bonne solution. On peut également ajouter à la Deïa un léger châtiment corporel, afin de satisfaire les oulémas. C'est peut-être un bon compromis. Si j'accepte ces solutions, se posera alors la question de la valeur financière de la DIA. Qui va la fixer? Est-elle contestable? Est-elle négociable? Les questions de la DIA relèvent des oulémas et des chefs de tribus ou de villages. Cela veut dire qu'on livre l'affaire au jugé des Égyptiens. Mais c'est une affaire française, même si les victimes sont égyptiennes. Oui, mon général. Mais dans notre culture juridique française, nous n'avons pas de système d'indemnisation financière pour les meurtres. Puis c'est aux oulémas de déterminer la valeur financière de la DIA, et non à nous. De toute manière, ils auront leur mot à dire et peuvent même bloquer l'affaire si le montant ne leur donne pas satisfaction. Le pire, c'est qu'ils pourront divulguer à la population tout et n'importe quoi contre nous, et créer ainsi le climat de rébellion que nous voulons éviter, en offrant nos soldats comme bouc émissaire à l'autel de leur justice. Il faut leur faire confiance. Ils apprécieront surtout que les familles des victimes, maintenant qu'elles ont perdu irréversiblement leur fille, acceptent volontiers la DIA. Si on applique nous-mêmes la DIA, ils vont contester le montant afin de l'accroître au maximum. Mais si on lègue l'affaire aux oulémas, les familles ne seront pas gourmandes et ne pourront jamais, par respect, contester leur vénérable cheikh d'Al-Hazar. Merci, général Abdallah Jacques Menou, pour cet éclairage. J'ai l'impression que nous sommes sur le point de trouver quelques bons compromis, n'est-ce pas, Kléber? Les bons généraux ne se créent pas les étoiles, mais les idées. Vous êtes donc d'accord, mon général? Un grand général ne se rend jamais, même à l'évidence. Ce que Bonaparte veut, Dieu en tremble. Mais prenons garde à la justice musulmane. Une fois la DIA versée, il ne faut pas fanfaronner. On a vu des hommes monter sur l'échafaud, n'ayant eu que ce seul moyen de s'élever au-dessus des autres. Comme la lune, mon cher Kléber, vous brillez d'un éclat emprunté. On ne va pas vous laisser rentrer à Alexandrie et à Rosette sans vous inviter à dîner. Et après tout, c'est bien un moyen de justifier par la générosité mon titre de sultan. Voilà justement comment on écrit l'histoire. En effet, on a faim. À table, on sera peut-être plus inspiré. Voilà effectivement comment on écrit l'histoire. Merci, général. Je ne sais pas si je peux, pendant ce dîner, vous demander des nouvelles de votre voyage d'inspection à Suez, en vue d'un projet de percement d'un canal reliant la Méditerranée à la mer Rouge. Je voulais justement poser la même question, mais l'affaire des musulmanes assassinés avait toute la priorité. Je vous en parlerai rapidement au dîner, car c'est sur ce projet que dépendra l'avenir politique et économique du monde, et parce qu'il est au cœur même de notre projet de fonder un empire en Orient. Mais il ne faut pas que cela nous prenne trop de temps. Je voudrais terminer cette histoire des musulmans assassinés. De toute manière, Louis Alméras n'ouvrira les portes de la citadelle qu'une fois le verdict de l'affaire rendu public. Depuis la nuit des temps,
Les Égyptiens rêvent de relier leur Nil à la mer Rouge. J'ai vu à Rosette les vestiges des anciennes installations grâce aux travaux du lieutenant Bouchard. Cet homme originaire d'Orgelet, dans le Jura, travaille actuellement à la fortification de la citadelle Caïd Bey. On parlera de ce Bouchard un jour, mais restons pour l'instant sur l'histoire du canal des deux mers. Au lendemain des croisades, le commerce mondial a pris de l'ampleur. Ainsi, votre chère Rosette fut prospère grâce au commerce, grâce à un génial système alliant navires et caravanes avec Venise. Venise! Je rêve de la commander après Rosette. Peut-être un jour. Je sais que, dans l'ordre de commander l'armée d'Égypte qui vous a été adressé par notre directoire, le projet de relier les deux mers occupe une place majeure. Effectivement, juste à la 3e place après, couper la route des Indos-Anglais, créer une colonie en Égypte et percer le canal des deux mers. Ce canal est donc au cœur de notre grand dessein en Orient. Comment s'est passée votre inspection à Suez en décembre dernier? Après la découverte du cap de Bonne-Espérance par Vasco de Gama, le commerce méditerranéen fut ruiné. Les Vénitiens proposèrent alors au sultan mamelouk Qanswa al-Gouri de percer un canal reliant les deux mers et non pas le Nil à la mer Rouge. Malheureusement, ce grand al-Gouri fut tué lors de la bataille qui opposait son armée aux Ottomans en 1516. Le canal du sultan a donc rapidement été oublié. Mais le voilà renaissant grâce au sultan Bonaparte. Vous voyez, Kléber, je n'ai pas traversé la Méditerranée avec une telle armée pour manger les pigeons farcis en Égypte. Ce canal se fera, et il sera français. Il sera peut-être égyptien aussi. Pourquoi pas? En tout cas, ma visite à Suez fut suivie de recherches menées par les ingénieurs. Le rapport me dit que le niveau de la mer Rouge est plus élevé que celui de la Méditerranée, et que si on creuse, on risque d'inonder le pays. Avec Monge et les savants de l'Institut d'Égypte, nous menons une autre expertise. Les Arabes appelaient leur canal reliant le Nil à la mer Rouge le canal de l'émir des croyants. Si ce canal français est réalisé un jour, il faudra le baptiser le canal du sultan Bonaparte. Ce serait pour moi le vrai triomphe. Ce qui est encore plus important que la victoire à la bataille des pyramides. L'important n'est pas d'être soumis aux aléas des champs de bataille, mais d'aller au-devant des dieux. On n'est pas obligé d'être un grand homme. C'est déjà grand d'être un homme. Ce qu'il y a de plus profond chez certains hommes, c'est la peau. L'humour du général Kléber est la politesse de son désespoir égyptien, comme le mien est la politesse de mon espoir égyptien. Les hommes comme Kléber ne sont qu'un amas de grimaces. Le pays que nous avons conquis a une immense civilisation derrière lui. Nous devons mettre toutes nos lumières modernes devant lui. C'est pourquoi j'ai constitué une grande délégation de savants, toutes disciplines confondues, jointes à notre armée. J'avoue qu'il y a dans cette histoire de commission scientifique une clairvoyance qui échappe aux militaires purs comme moi. Sur la route de l'impartialité, je ne reste pas toujours à mi-chemin. Il m'arrive de reconnaître un certain génie chez les autres. Je veux dire que nous avons conquis ce pays par la sophistication de nos armes et la force de nos tactiques modernes. Mais nous devons rester humbles devant la grandeur de sa civilisation. Si l'ignorance des Égyptiens d'aujourd'hui est abécédaire, notre ignorance de sa civilisation est doctorale. Acte 3. Voyez, mon général, à propos du café, un jour, lors de notre fâcherie sur l'argent du budget que vous m'avez obligé à rembourser, l'amiral Sidney Smith, mon ennemi qui me bloque la mer d'Alexandrie, m'a écrit pour me demander de vous remercier pour le café que vous avez bien voulu lui offrir. Dans la longue solitude de la mer, un tel cadeau, venant de son ennemi, doit avoir une valeur symbolique et matérielle inestimable. En ce moment, j'ai pris toute la mesure de la grandeur de votre esprit. À votre place, je n'aurais jamais pensé à me comporter de la sorte. Merci, général. Je vais vous faire une confidence. Le problème de l'amiral Sidney Smith, c'est qu'il est fou de la France et de sa culture. Un de ses émissaires m'a dit, il y a quelques jours au Caire, que l'amiral craint qu'un de ses rivaux à Londres ne lui intente un procès de francophilie.
Je lui ai alors demandé de transmettre à son chef mes vœux pour qu'il puisse un jour, que j'espère lointain, me capturer afin de prouver son innocence de cette affreuse accusation de francophilie. Sidney Smith a également tenté d'entamer une relation avec moi. Je sais, c'est pourquoi je vous ai formellement interdit à vous deux tout contact avec lui. D'un côté, pour ne pas lui donner l'impression qu'on est divisé en Égypte, et de l'autre, pour profiter de sa situation étrangement ressemblante à la nôtre. Nous étions prisonniers de notre conquête, ils étaient prisonniers de leur blocus. Sidney Smith avait néanmoins un avantage immense sur nous. Lequel ? Il avait la presse et les nouvelles d'Europe, et surtout, il avait les oreilles du sultan Othman. Je voulais et je veux toujours détourner les avantages de l'ennemi au profit de nos atouts. C'est pourquoi, encore une fois, je vous ai interdit tout contact avec lui. Je voulais qu'il sache que s'il souhaitait contacter l'armée française d'Égypte, il n'avait que la porte de Bonaparte. Comment avez-vous fait ce détournement diplomatique ? C'est par les petits cadeaux de produits frais égyptiens. Une fois des légumes et des fruits, une autre fois du café et de la viande fraîche. En effet, notre situation d'assiégés en Égypte était de loin plus confortable que la leur dans la rade avec leur horrible nourriture de poissons salés et de vin tourné. Sidney appréciait mes cadeaux. Le gardien de prison est devenu jaloux de son prisonnier. Il m'écrivait en français châtié, me racontait son merveilleux séjour dans la prison du Temple à Paris, lorsque, arrêté par notre police pour espionnage, il a été emprisonné. Dans l'une de ses lettres, il me racontait qu'il avait réussi à fuir la prison du Temple grâce à l'aide de 3 femmes qui sont venues la nuit l'arracher à sa cellule parisienne. Ainsi, ces femmes l'ont libéré pour qu'il devienne des années plus tard notre ennemi qui nous bloque en Égypte. J'espère, si un jour je suis détenu dans les geôles de l'ennemi, être libéré par une seule femme, pas par 3 comme le chanceux anglais. Ainsi, nous sommes devenus, Sidney et moi, complices. J'ai envoyé de l'argent à nos agents à Istanbul dans leurs mallettes diplomatiques. Ils laissaient passer d'autres navires en provenance de France, notamment ceux qui apportaient les nouvelles de Joséphine. Si sa hiérarchie apprenait tant d'informations sur lui, il serait fusillé pour intelligence avec l'ennemi, et ne trouverait peut-être pas de terre qui accueillerait ses dépouilles ailleurs qu'en France. L'histoire donnera peut-être raison à votre vision, cher Kléber. L'aube est déjà là. Vous n'allez pas tarder à rentrer à Alexandrie et à Rosette. Il faut que Berthier envoie ce matin le jugement rendu contre nos militaires accusés. Revenons donc à cette affaire. Je vise à montrer à vous deux que l'islam est une religion à respecter et que pour nous, enfants des Lumières, il constitue une civilisation qui a beaucoup enrichi la nôtre. Le destin a voulu que je préside aux destinées de cette grande nation musulmane. La logique dictait à l'intérieur un rapport d'apaisement avec la population et à l'extérieur une confiance envers les principaux princes de l'islam, notamment le shérif de la Mecque, descendant du prophète Mahomet. C'est donc dans l'intérêt de la République que j'ouvre cette page d'entente avec le monde musulman. La décision que nous prendrons quant à l'affaire des musulmanes assassinés sera inévitablement influencée par la diplomatie d'ouverture de la République envers le monde musulman. Nous comprenons, mon général, vos considérations sur l'importance de favoriser un apaisement avec la civilisation islamique. Mais nous ne sommes pas ici au Collège de France. Nous sommes militaires et nous devons appliquer la justice militaire. Notre justice militaire ne peut pas être dissociée de l'environnement égyptien. Elle doit prendre en compte l'identité culturelle et sociologique locale des victimes. Si j'ai bien compris, la loi de la Deïa arabe pourrait être une bonne solution. En apparence, oui, mais au fond, c'est une arme à double tranchant. D'abord, ce n'est pas nous qui fixerons le montant de la DIA, mais bien le divan, et nous devrions alors nous incliner à sa justice.
Ensuite, le sultan d'Istanbul et ses alliés pourront se servir de la DIA pour nous accuser de bafouer l'honneur des femmes musulmanes en versant un peu d'argent. Cela pourrait nous faire passer pour des ennemis de l'islam, autrement dit, nous renvoyer à notre statut de croisés et d'occupants. Bref, l'échec. Puis il y a la question du montant de la DIA. Qui va la payer? Le trésor de l'armée, bien évidemment. On ne peut pas demander une contribution à Ali Effendi à Paris. Ali Effendi, l'ambassadeur de la sublime porte à Paris. Bien sûr que non. On ne pourra pas demander à Poussiègle non plus. Ce pauvre Jean-Baptiste Poussiègle, administrateur général des finances de l'armée d'Orient, m'admire à distance, mais vous, mon cher Kléber, une admiration sans borne. Demandez-lui s'il a le sou à verser aux Égyptiens comme DIA. C'est le plus réaliste de nous tous, insensible aux considérations stratégiques susceptibles de coûter un seul franc à la trésorerie. L'autre jour, je lui parlais de la bravoure de quelques grands personnages de l'Institut d'Égypte. Il me voyait venir lui ordonner de verser des fonds pour leurs recherches. Du coup, je ne lui ai rien ordonné sur le champ, mais je l'ai fait par écrit le lendemain. Les choses n'ont d'importance que lorsqu'on les fait valoir. Cela veut donc dire que vous pouvez lui ordonner de régler le montant de la DIA. Je connais bien la nature de notre administrateur des finances. Il fait partie de ceux qui y obéissent sans vraiment croire. Il va s'exécuter, mais à la fin du mois, il vous dira qu'il n'y a pas de solde pour les soldats, ce qui pourrait entraîner des troubles encore plus graves. Poussiègle pourrait verser la DIA en privant les accusés de leur solde, jusqu'à ce qu'ils remboursent l'intégralité de celle-ci. Excellente idée, mais elle a un grave défaut. Lequel? C'est une solution française. Elle n'est pas visible aux yeux des Égyptiens. Elle ne rend pas justice à l'honneur des femmes musulmanes assassinées. Mon cher Menou, dans votre puits de sagesse, il n'y a plus d'eau fraîche. Je vois que l'affaire est devenue une question d'argent. On ne trouvera jamais l'argent pour sauver les soldats, mais on le trouve plus facilement pour nos fastes républicains. Il faut savoir se tromper selon les règles. Il y a des fois où l'histoire n'a pas de talent. On ne trouve pas de mouchoirs pour nous, mais des draps par milliers pour les autres. L'exécution de ces soldats semble inéluctable. Après tout, ils ont bien commis le meurtre. Leur punition est non seulement juste, mais surtout arrange les intérêts de la République et surtout notre projet en Orient. Le divan du Caire, le shérif de la Mecque et même le sultan ottoman vont s'incliner devant la justice des Français. Et les Arabes vont s'incliner devant le sultan français. On est toujours l'éléphant de quelqu'un. Le hasard, qui est le plus grand des artistes, m'a mis au cœur de cet Orient troublant et troublé. Je dois être à la hauteur de la situation. Cette exécution doit se faire ici même, en présence des oulémas, membres du divan et de la famille des victimes. Toute protestation à ce verdict au sein de l'armée sera sévèrement sanctionnée. Tant pis pour eux s'ils m'appelaient sultan. Un jour viendra où le sultan d'ici sera l'empereur là-bas. Dans quelques semaines, je serai peut-être appelé à d'autres destinées. Je vous laisserai alors une lettre avec Menou. Tout ce que nous avons dit à cette table doit être définitivement enveloppé dans sa nappe. Déclaration du général Bonaparte au peuple égyptien. Alexandrie, le 1er juillet 1798. Au nom du Dieu clément et miséricordieux, il n'y a point d'autre Dieu que Dieu, il n'a ni fils ni associé dans son empire. Peuple de l'Égypte, on vous a dit que je ne suis venu ici que pour détruire votre religion. Cela est mensonge, ne le croyez pas. Dites à ces diffamateurs que je ne suis venu chez vous que pour arracher vos droits des mains des tyrans et vous les restituer, et que plus que les Mamelouks, j'adore Dieu et respecte son prophète et le Coran. Dites-leur aussi que tous les hommes sont égaux devant Dieu. La sagesse, les vertus et les talents ne suffisent pas à créer la différence entre eux. Or, entre les Mamelouks, la sagesse et les vertus, il y a une grande distance.
Qu'est-ce donc qui les distingue des autres pour s'approprier l'Égypte et avoir exclusivement tout ce qui se trouve de mieux parmi les beaux chevaux et les maisons somptueuses? Si la terre d'Égypte est une ferme des Mamelouks, qu'ils nous montrent le bail que Dieu leur en a fait. Mais le maître de l'univers est clément, juste et miséricordieux. Et avec son aide puissante, tous les Égyptiens pourront occuper les plus hautes positions et obtenir les grades les plus élevés. Les plus sages, les plus instruits, les plus vertueux gouverneront et le peuple sera heureux. Il y avait jadis en Égypte de grandes villes, de vastes canaux et un vaste commerce. Qui a tout détruit si ce n'est la tyrannie et l'avidité des Mamelouks? Cheikh, Cadiz, imam, notable de la nation, dit au peuple que nous sommes les vrais amis des musulmans. La preuve en est que nous sommes allés à Rome et avons renversé le gouvernement du pape qui poussait toujours les chrétiens à faire la guerre aux musulmans. Nous avons ensuite été à Malte et avons détruit les chevaliers qui prétendaient que Dieu leur ordonnait de faire la guerre aux musulmans. De tout temps, les Français sont les vrais amis du sultan ottoman et les ennemis de ses ennemis. Les Mamelouks, au contraire, ne sont point soumis au sultan et se sont révoltés contre son autorité. Ils ne suivent que leurs caprices. Heureux, heureux ceux des habitants de l'Égypte qui se joindront à nous sans tarder. Ils prospéreront dans leur fortune et leur rang. Heureux encore ceux qui resteront dans leur maison et demeureront neutres. Ceux-ci, quand ils nous connaîtront, s'empresseront de s'unir à nous de tout cœur. Mais malheur, malheur à ceux qui s'armeront pour les Mamelouks et combattront contre nous. Il n'y aura pas de porte de salut pour eux. Ils périront et leurs traces disparaîtront. Gloire à l'armée d'Orient. Que la justice soit faite entre tous les peuples sous le regard du Dieu unique. Que la lumière de l'Orient éclaire la France. Vive la République! Vive la France! Le sultan Bonaparte. Une pièce d'Ahmed Youssef, membre de l'Institut d'Égypte. Dans le rôle du général Bonaparte, David Serrero. Dans le rôle du général Menou, Olivier de Priester. Dans le rôle du général Kléber, Arthur Pichon. Mise en scène par David Serrero.